Il a fallu exactement 12 ans pour que les marchés de l'or se remettent de son passage. 12 ans. Et il n'avait même pas essayé de les détruire. Il voulait juste faire un pèlerinage. Voilà ce que c'est que la richesse absolue. Pas la richesse de Jeff Bezos, pas la richesse d'Elon Musk, pas même la richesse accumulée de tous les milliardaires vivants réunis sur cette planète. Une richesse d'un autre ordre. Une richesse qui défie la compréhension humaine. Une richesse tellement obscène que quand cet homme a simplement traversé un continent, quand il a simplement voyagé d'un point A à un point B en donnant de l'or à ceux qu'il croisait, il a dévasté des économies entières pendant plus d'une décennie. Son nom était Mansa Musa. Mansa, en mandingue, signifie « roi des rois ». Certains l'appellent « l'homme le plus riche qui ait jamais vécu ». D'autres estiment que sa fortune en valeur actuelle dépasse les 400 milliards de dollars. Ces deux affirmations sont probablement des sous-estimations, parce que sa richesse, à lui, n'était pas un chiffre. C'était un phénomène géologique. C'était une force de la nature. Et pourtant, vous n'avez probablement jamais appris son nom à l'école. On vous a parlé de Charlemagne, de Napoléon, de Jules César. On vous a parlé de conquérants européens, de pharaons égyptiens, de dynasties chinoises. Mais l'homme qui contrôlait la moitié de l'or mondial au 14e siècle, l'homme qui a bâti une des universités les plus importantes de l'histoire humaine, l'homme dont le simple passage a réécrit les lois économiques de 3 continents, cet homme est resté dans l'ombre pendant 7 siècles. Pourquoi? C'est la question qui devrait vous tenir éveillé. Pas qui était Mansa Musa. Mais pourquoi on ne vous a pas parlé de lui? Parce que la réponse à cette question dit tout sur la façon dont on écrit l'histoire et sur ce qu'on choisit d'oublier. Aujourd'hui, vous allez apprendre la vérité. Pas la version édulcorée. Pas l'anecdote pittoresque du roi africain qui a beaucoup d'or. La vérité complète, dans toute sa complexité, dans toute sa violence économique, dans toute sa grandeur civilisationnelle. L'histoire d'un homme qui commandait un empire plus grand que l'Europe occidentale, qui régnait sur des villes qui faisaient de Paris un village et qui, lors d'un seul voyage, a distribué plus d'or que certains pays n'en avaient vu en un siècle. Asseyez-vous. Ce que vous êtes sur le point d'entendre va changer la façon dont vous voyez l'histoire du monde. L'Empire du Mali, au début du 14e siècle, n'était pas ce que vous imaginez quand vous pensez à l'Afrique médiévale. Effacez les images. Effacez tout ce qu'on vous a appris, ou plutôt ce qu'on ne vous a pas appris, parce que l'image que la plupart des gens ont de l'Afrique subsaharienne au Moyen Âge est soit inexistante, soit profondément fausse. La réalité, c'est ceci. À son apogée, l'Empire du Mali s'étendait sur environ 2 millions de kilomètres carrés. Pour avoir une idée, c'est l'équivalent de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de la Suisse, de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Autriche réunis. Un seul empire, une seule entité politique, un seul homme qui décidait. Et cet empire ne se trouvait pas dans un désert stérile. Il se trouvait au carrefour des routes commerciales les plus lucratives du monde médiéval. Au nord, le Sahara, que les caravanes traversaient en transportant sel, cuivre et tissus vers le sud. Au sud, les forêts tropicales qui produisaient de l'or en quantité qui défient l'imagination. À l'est, les routes vers l'Égypte, vers le monde arabe, vers l'Inde et au-delà. À l'ouest, l'Atlantique, dont personne à cette époque ne connaissait encore vraiment les secrets. L'Empire du Mali ne produisait pas que de l'or. Il produisait aussi du sel, qui au XIVe siècle était littéralement de l'argent. Les mines de sel de Tagaza, dans le Sahara, appartenaient à l'Empire. Le commerce des esclaves transitait par ces routes. Les épices, les textiles, les manuscrits, les chevaux, tout passait par là. Et tout était taxé. Et les taxes étaient payées en or. Résultat, à l'époque de Mansa Musa, l'Empire du Mali contrôlait entre 40 et 60% de la production d'or mondiale. Dans un monde où l'or était la monnaie universelle. Dans un monde où l'or était la mesure de toute richesse. Dans un monde où l'or déterminait la puissance des royaumes,
la capacité des armées, la survie des civilisations. 40 à 60%. Réfléchissez à ce que ça signifie. Si un seul homme contrôlait aujourd'hui 40 à 60% du pétrole mondial, il ne serait pas seulement riche, il tiendrait les économies du monde par la gorge. Il pourrait décider qui prospère et qui s'effondre. Il serait, en termes pratiques, plus puissant que n'importe quel gouvernement, n'importe quelle armée, n'importe quelle organisation internationale. C'était Mansa Musa. En or. Mais d'où venait-il? Qui était cet homme avant de devenir légende? L'histoire de sa montée au pouvoir commence par une absence. En 1312, le roi régnant de l'Empire du Mali, Aboubakari Sedreux, prend une décision qui semble folle même 7 siècles plus tard. Il confie le trône à son frère ou cousin, selon les sources, Moussa Keïta, et il part. Il part à la tête d'une flotte. 2000 pirogues, selon les chroniques arabes. 2000 embarcations remplies de marins, de provisions, de matériaux. Aboubakari veut traverser l'Atlantique. Il veut savoir ce qu'il y a de l'autre côté de l'eau. 180 ans avant Christophe Colomb, un roi africain équipe une expédition pour traverser l'Atlantique. Il ne reviendra jamais. Que lui est-il arrivé? Personne ne sait. Peut-être a-t-il péri en mer. Peut-être a-t-il atteint les côtes américaines et est mort sans laisser de traces durables. Peut-être est-il quelque part dans le registre des disparus de l'histoire. Ce que nous savons, c'est qu'Aboubakari Sedreux disparaît de la surface de la Terre en 1312 et que Moussa Keïta devient Mansa Musa, roi des rois du Mali. Il a peut-être 20 ans, il va régner pendant 25 ans, et en un quart de siècle, il va transformer son empire en quelque chose que le monde n'avait jamais vu. Sa première décennie au pouvoir est celle de la consolidation. Mansa Musa n'est pas un conquérant brutal. Il est quelque chose de plus sophistiqué, un architecte de la puissance. Il consolide les routes commerciales, il développe les mines d'or, il établit des relations diplomatiques avec les sultans du Maghreb et les émirs du monde arabe. Il bâtit des mosquées, il attire des érudits, des juristes, des mathématiciens. Tombouctou, qui est déjà une ville importante, commence à devenir sous son règne un centre intellectuel dont la réputation commencera bientôt à se répandre dans le monde entier. Et pendant tout ce temps, il accumule. Chaque année, les mines de Bambouk et de Bure, dans l'actuel Mali et Guinée, produisent des tonnes d'or. Chaque année, les caravanes transsahariennes apportent leur tribut. Chaque année, les marchands de Djenné, de Gao, de Tombouctou reversent leurs taxes au trésor impérial. L'or s'accumule, et s'accumule, et s'accumule encore, jusqu'à 1324. En 1324, Mansa Musa décide d'aller à la Mecque. En soi, ce n'est pas extraordinaire. Pour un souverain musulman, le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, est une obligation religieuse. D'autres rois l'ont fait avant lui. D'autres le feront après. Mais Mansa Musa, lui, ne fait pas les choses à moitié. Il commence à préparer son pèlerinage des années à l'avance. Non pas pour organiser le voyage lui-même, qui pour un homme de ses moyens n'est pas un problème logistique particulièrement complexe, mais pour décider comment il va y aller, avec quoi et avec qui. La décision finale est la suivante. Mansa Musa partira pour la Mecque avec une caravane de 60 à 80 000 personnes. Selon les sources, dont l'historien Ibn Khaldoun et d'autres chroniqueurs arabes contemporains ou proches de l'époque, la caravane comprend 12 000 esclaves, habillés de soie et de brocart persans, chacun portant 4 livres d'or. Il comprend des héros portant des sceptres d'or massifs. Il comprend des chevaux caparaçonnés, des chameaux, des provisions pour tout ce monde pendant des mois de voyage. Et l'or partout, dans des sacs, dans des coffres, portés à la main, portés sur le dos, transportés sur les bêtes de somme. On parle de quantités qui, selon certaines estimations, se chiffrent en dizaines de tonnes. Quelques chroniqueurs évoquent 100 charges de chameaux d'or, soit environ 13 tonnes. D'autres avancent des chiffres plus importants encore.
La caravane quitte Niani, la capitale impériale, quelque part dans le Mali actuel, et commence sa marche vers le nord. Elle traverse le Sahara, elle atteint l'Égypte. Et c'est là que tout bascule. Le Caire, en 1324, est une des plus grandes villes du monde. C'est la capitale du sultanat mamelouk, une des puissances dominantes de la Méditerranée orientale. Le sultan Al-Nasir, Mohammed ibn Qalaoun, règne sur une ville de peut-être 500 000 habitants, sur une bureaucratie sophistiquée, sur une armée redoutée. Mais quand Mansa Moussa arrive au Caire, même Al-Nasir Mohammed est dépassé par les événements. La première rencontre entre les deux hommes est déjà significative. Il y a une tension protocolaire immédiate. Le sultan attend de Mansa Moussa qu'il s'incline devant lui, selon le protocole de la cour mamelouk. Mansa Moussa refuse. Il est roi des rois. Il ne s'incline devant personne. Il finit par trouver un compromis diplomatique, s'inclinant symboliquement, dit-il, devant Allah plutôt que devant le sultan. La tension se résout. Mais le message est passé. Cet homme vient d'ailleurs. Il joue selon ses propres règles. Puis Mansa Moussa ouvre ses coffres. Ce qui se passe ensuite est l'une des perturbations économiques les plus documentées du Moyen Âge. Mansa Moussa dépense, il donne, il distribue, il achète. Dans les souks du Caire, ses serviteurs achètent des marchandises à des prix qui défient l'entendement, payant en or là où les marchands auraient demandé de l'argent ou du cuivre. Dans les mosquées, il fait des dons massifs. Aux pauvres, il distribue des pièces d'or par poignée. Pour les édifices religieux qu'il visite, il finance des rénovations entières. Et l'or continue de couler. Et encore, et encore. Les marchands égyptiens font les yeux ronds. Jamais ils n'ont vu autant d'or en circulation. Le métal précieux, qui était rare, qui était précieux précisément parce qu'il était rare, commence soudainement à être partout, dans les marchés, dans les mains des mendiants, dans les coffres de tout le monde. Et quand l'or devient abondant, sa valeur s'effondre. C'est la loi de l'offre et de la demande, la loi la plus fondamentale de toute économie, aussi vraie au XIVe siècle qu'aujourd'hui. Quand quelque chose est rare, il vaut cher. Quand quelque chose devient abondant, il vaut moins. Quand quelque chose inonde le marché en quantité astronomique, sa valeur s'écroule. C'est exactement ce qui se produit. Selon les chroniqueurs arabes qui documentent l'événement, et notamment Al-Makrizi, historien égyptien du XVe siècle qui a compilé des témoignages contemporains, le prix de l'or s'effondre au Caire et dans toute l'Égypte dans les semaines qui suivent le passage de la caravane de Mansa Moussa. L'inflation qui s'ensuit est sévère. Les marchands qui avaient stocké de l'or voient leurs réserves perdre une partie substantielle de leur valeur. Le système de prix de toute l'économie égyptienne est perturbé. Et l'Égypte n'est pas seule. Le Caire est le hub commercial qui connecte l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Ce que Mansa Moussa injecte dans l'économie caïrote se diffuse ensuite vers la Méditerranée, vers le monde arabe, vers les routes commerciales qui relient tout. L'or mamsien, comme on pourrait l'appeler, empoisonne les marchés bien au-delà de l'Égypte. On estime, en se basant sur les sources arabes contemporaines et médiévales, que l'économie de l'or dans la région méditerranéenne et du Proche-Orient met environ 12 ans à se remettre du passage de Mansa Moussa. 12 ans de perturbations économiques pour un homme qui voulait juste faire sa prière à la Mecque. La récession avait commencé bien avant qu'il rentre chez lui. En chemin vers la Mecque, Mansa Moussa traverse la péninsule arabique en continuant à dépenser avec la même générosité désinvolte. À Médine, il fait des dons. À la Mecque, pendant le Hajj lui-même, il est la figure dominante du pèlerinage. Des milliers de pèlerins venus de tout le monde islamique voient de leurs propres yeux cet homme extraordinaire, ce roi africain dont la richesse semble sans fond. Les nouvelles se répandent. Les marchands, les diplomates, les savants, les pèlerins qui ont vu ou entendu parler de Mansa Moussa au Caire, à Médine, à la Mecque, ramènent ces histoires chez eux. Et ces histoires voyagent, elles traversent la Méditerranée.
Elles atteignent Gênes, Venise, Barcelone, Lisbonne. Elles parviennent aux oreilles des cartographes. C'est ainsi qu'en 1375, un cartographe catalan, du nom d'Abraham Cresque, dessine ce qui est aujourd'hui connu sous le nom d'Atlas Catalan, l'une des cartes les plus importantes du Moyen Âge. Sur cette carte, au centre de l'Afrique de l'Ouest, on voit une figure assise sur un trône, tenant une pépite d'or dans une main et un sceptre dans l'autre. La légende dit en latin « Ce souverain riche et noble, qui s'appelle Moussa Mali, est le seigneur des Guinées et de la terre des Noirs. Dans son pays, on trouve en abondance de l'or. Mansa Moussa, roi de l'Afrique subsaharienne, apparaît sur les cartes européennes moins de 50 ans après son pèlerinage. Son existence, sa richesse, son empire, connus et représentés dans les centres de pouvoir européens. Et pourtant, on n'en parle presque pas dans les manuels scolaires européens ou américains. Cherchez pourquoi, mais revenons à lui. Parce que l'histoire de Mansa Moussa ne se résume pas à un voyage extraordinaire et à une catastrophe économique accidentelle. Elle se résume surtout à ce qu'il a construit, Tombouctou. Le nom seul évoque quelque chose de mystérieux, de lointain, d'inaccessible. Dans les langues européennes, Tombouctou est devenu une métaphore de l'endroit le plus éloigné qui soit, de ce qui est au bout du monde, de ce qui est inatteignable. C'est à Tombouctou, dit-on, pour signifier que quelque chose est très très loin. Mais au XIVe siècle, sous le règne de Mansa Moussa, Tombouctou n'était pas au bout du monde. Elle était au centre du monde. Elle était Athènes, Paris et Pékin réunis. Elle était le lieu où les savoirs se croisaient, où les érudits se rassemblaient, où les idées se percutaient et se fertilisaient mutuellement. Mansa Moussa fait de Tombouctou un centre intellectuel d'une ampleur extraordinaire. Il fait venir des architectes d'Andalousie pour construire des bâtiments dignes de sa capitale intellectuelle. L'architecte le plus célèbre de ce projet est Abou Ishaq al-Sahili, un poète et architecte andalou que Mansa Moussa rencontre à la Mecque lors de son pèlerinage et qu'il convainc de l'accompagner de retour au Mali. Al-Sahili, à Tombouctou et dans d'autres villes de l'Empire, va introduire des techniques architecturales nouvelles. Des briques de terre cuites, des terrasses horizontales, des tours carrées. C'est lui qui conçoit la première version de la grande mosquée de Djenné, qui dans sa forme ultérieure reste aujourd'hui le plus grand bâtiment en terre crue du monde. C'est lui qui construit pour Mansa Moussa un palais dont les visiteurs arabes contemporains disent qu'il est extraordinaire. Mais le plus important n'est pas la pierre. Le plus important, c'est la connaissance. Mansa Moussa attire à Tombouctou des savants de tout le monde islamique. Des juristes de Fès, des théologiens de Bagdad, des mathématiciens de Cordoue, des poètes de Grenade, des médecins d'Alexandrie. Il les fait venir, il les loge, il les rémunère, il les laisse enseigner. L'université Sankore, qui se développe à Tombouctou sous son règne et pendant les décennies qui suivent, devient une des institutions académiques les plus importantes du monde médiéval. À son apogée, au XVe siècle, elle compte 25 000 étudiants pour une ville d'environ 100 000 habitants. C'est un taux d'accès à l'éducation supérieure que les universités européennes contemporaines ne peuvent ne pas espérer atteindre. Les bibliothèques de Tombouctou, qui existent encore aujourd'hui en partie, contenaient des centaines de milliers de manuscrits sur la médecine, sur les mathématiques, sur l'astronomie, sur la philosophie, sur la jurisprudence islamique, sur la littérature, sur l'histoire, des textes en arabe, en mandingue, en d'autres langues locales, des textes qui représentent des siècles de production intellectuelle d'une civilisation africaine sophistiquée. Ces manuscrits existent encore. Certains ont été numérisés, d'autres sont en cours de restauration. Mais la plupart des gens dans le monde n'ont aucune idée de leur existence. On ne vous a pas appris que le XIVe siècle africain produisait des traités médicaux sophistiqués pendant que l'Europe se débattait avec la peste noire.
On ne vous a pas appris que des mathématiciens de Tombouctou travaillaient sur des problèmes d'algèbre que les Européens n'aborderaient que 2 siècles plus tard. On vous a appris que l'Afrique était un continent qui attendait d'être découvert. La vérité est plus intéressante et beaucoup plus dérangeante. Revenons à 1324 et au Caire. Parce qu'il y a une dimension de l'histoire que nous n'avons pas encore explorée, la dimension stratégique. Parce que Mansa Moussa n'était pas naïf, il ne distribuait pas de l'or sans raison. Il ne faisait pas de son passage une catastrophe économique par inadvertance totale. Oui, il distribuait par générosité. Oui, il donnait parce que sa foi lui demandait d'être charitable. Mais il donnait aussi parce que c'était politiquement intelligent. En se montrant au monde comme l'homme le plus riche de la terre, il établissait quelque chose. Il déclarait quelque chose. Pas avec des armées, pas avec des conquêtes, avec de l'or. Le message était simple, regardez qui je suis, regardez d'où je viens, regardez ce que j'ai, et tirez vos conclusions. Les marchands arabes et berbères qui vivaient du commerce transsaharien avaient un besoin de savoir que l'empire du Mali était stable, puissant et capable de protéger les routes commerciales. Mansa Moussa, en se montrant ainsi au monde, leur donnait cette assurance. Il signalait la puissance de son empire d'une façon qu'aucun ambassadeur, aucun traité, aucune lettre diplomatique n'aurait pu faire avec la même efficacité. La démonstration de richesse était une déclaration de puissance. Et tout le monde avait compris le message. D'ailleurs, il ne se contente pas de donner, il emprunte aussi. Vers la fin de son séjour en Égypte, Mansa Moussa, qui a effectivement dépensé des quantités phénoménales d'or, est à court de liquidités pour les dépenses immédiates du voyage de retour. Il emprunte alors de l'or aux marchands égyptiens à des taux d'intérêt élevés selon les standards de l'époque, et il rembourse. Avec des intérêts. En rentrant au Mali, il envoie suffisamment d'or pour honorer ses dettes. C'est significatif. Parce que ça montre que même quand il avait l'air de distribuer de l'or sans compter, il calculait. Il savait ce qu'il faisait. Il gérait un empire, pas une fortune personnelle. Et les empires se gèrent avec plus de sophistication qu'on pourrait le penser. Maintenant, parliez-vous de l'Égypte il y a un instant. Disons plus précisément, l'impact économique du passage de Mansa Moussa sur l'Égypte et plus largement sur le monde arabe et méditerranéen, a été l'un des événements inflationnistes les plus documentés de l'histoire médiévale. La source principale est Al-Makrizi, qui écrit au XVe siècle mais dispose de témoignages de contemporains. Il décrit explicitement la perturbation des prix, l'abondance soudaine d'or, la perte de valeur du métal précieux. Les historiens modernes ont tenté de quantifier l'impact. Certains parlent d'une inflation de 10 à 25% dans les marchés égyptiens. D'autres avancent des chiffres plus importants pour certaines catégories de biens. Ce qui est certain, c'est que pendant les années qui suivent le passage de la caravane, les marchands du Caire et d'Alexandrie opèrent dans un environnement économique fondamentalement perturbé. Ce n'est pas anecdotique, c'est de la macroéconomie médiévale en action. Et c'est fascinant parce que ça nous montre que les mécanismes économiques que nous étudions aujourd'hui, l'offre et la demande, l'inflation, les chocs monétaires, les perturbations de marché fonctionnaient exactement de la même façon au XIVe siècle. L'économie n'a pas changé. Les êtres humains, dans leur réponse aux incitations économiques, n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est l'échelle et l'acteur. Parce qu'au XIVe siècle, aucun pays d'Europe de l'Ouest n'avait la capacité de provoquer un choc économique de cette ampleur sur une région étrangère. Aucun roi d'Europe n'avait les ressources pour disturber les marchés du Proche-Orient pendant 12 ans. Et pourtant, un roi africain, un roi dont on ne vous a pas parlé à l'école, l'a fait, accidentellement, en allant à la Mecque. L'empire de Mansa Moussa, quand il rentre de son pèlerinage en 1325, est à son apogée. Il a étendu ses frontières pendant son règne pour inclure ce qui est aujourd'hui le Mali, le Sénégal, la Gambie, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad.
il contrôle les mines d'or, les mines de sel, les routes commerciales transsahariennes. Sa capitale administrative, Niani, est une ville de dizaines de milliers d'habitants. Tombouctou et Djenné sont des centres commerciaux et intellectuels de premier plan. Et puis, il y a les villes de sel. Tagaza, dans le Sahara, est l'une des endroits les plus étranges que vous puissiez imaginer. C'est une ville dont les maisons sont construites en sel parce que c'est le seul matériau disponible. Les habitants vivent dans des maisons de sel, ils travaillent dans des mines de sel, ils mangent dans des plats creusés dans le sel. Et ce sel, plus précieux en certains endroits d'Afrique que l'or lui-même, parce que le corps humain ne peut pas survivre sans sel alors qu'il peut parfaitement se passer d'or, ce sel appartient à l'Empire du Mali. Deux matières premières fondamentales, deux ressources stratégiques pour des économies médiévales. L'Empire de Mansa Moussa en contrôle les deux. C'est comme si aujourd'hui, un seul pays contrôlait à la fois le pétrole et les terres rares indispensables à la fabrication des batteries électriques. Ce pays pourrait dicter sa loi au monde. C'est exactement ce que faisait Mansa Moussa. Ibn Battuta, le grand voyageur marocain qui est probablement le Marco Polo de l'islam, visite l'Empire du Mali en 1352, une vingtaine d'années après la mort de Mansa Moussa. Son témoignage, consigné dans son livre de voyage connu sous le nom de Rila, est une des sources les plus précieuses dont nous disposons sur cet empire. Ce qu'il décrit est instructif. Ibn Battuta, qui a voyagé dans tout le monde islamique, de l'Afrique de l'Ouest à l'Inde, en passant par l'Asie centrale, est un observateur exigeant et comparatif. Il a tout vu. Il peut mesurer ce qu'il voit dans l'Empire du Mali à l'aune de toutes les autres sociétés qu'il a connues. Et il est impressionné. Pas de tout, certes. Certaines coutumes locales le choquent, le dérangent, lui semblent incompatibles avec la pratique islamique orthodoxe qu'il promeut. Mais sur certains points, il est explicitement admiratif. Il parle de la sécurité qui règne dans l'Empire. Dans ses carnets, il note qu'il n'a aucune crainte d'être volé ou attaqué tout au long de ses voyages à travers l'Empire. Pour un voyageur du XIVe siècle, dont les routes étaient généralement peu sûres, c'est remarquable. Il compare favorablement la sécurité de l'Empire du Mali à ce qu'il a connu ailleurs. Il parle de l'administration de la justice, des tribunaux qui fonctionnent, des juges qui rendent des verdicts équitables, d'un système juridique basé sur la loi islamique mais adapté aux réalités locales. Il parle de la richesse ordinaire des habitants, pas seulement des élites, des marchands qui prospèrent, des artisans qui travaillent, des agriculteurs qui produisent. Et il parle de Tombouctou et de Djenné et de la façon dont ces villes vibrent d'activités intellectuelles, commerciales, artistiques. Ce témoignage est crucial, parce qu'il ne vient pas d'un admirateur aveugle. Ibn Battuta est parfois critique, parfois exaspéré, parfois en désaccord avec ce qu'il voit. Mais ce qu'il décrit, c'est une civilisation fonctionnelle, sophistiquée, prospère, stable. Une civilisation qui mérite d'être connue. Mais voici le paradoxe au cœur de l'histoire de Mansa Moussa. Voici la question qui devrait vous tarauder. Cet empire extraordinaire, cette civilisation brillante, cet homme dont la richesse dépassait celle de tout contemporain, ce Hadj qui a bouleversé l'économie mondiale. Pourquoi avez-vous dû attendre aujourd'hui pour l'apprendre vraiment? Pourquoi cet homme est-il absent de la plupart des manuels d'histoire? Pourquoi l'Atlas catalan, qui représente Mansa Moussa, sur les cartes européennes dès 1375, n'est-il pas le point de départ d'un chapitre d'histoire sur la puissance africaine médiévale? La réponse est inconfortable, et elle a deux parties. La première partie est chronologique. L'Empire du Mali, et plus spécifiquement Tombouctou, vont décliner. Pas immédiatement. Pas dramatiquement, du moins, pas tout de suite. Mais dans les décennies et les siècles qui suivent le règne de Mansa Moussa, plusieurs choses se produisent. D'abord, l'Empire se fragmente après sa mort. Les successeurs de Mansa Moussa ne sont pas à sa hauteur.
Les provinces périphériques commencent à résister au contrôle central. Les conflits de succession affaiblissent l'administration. Le premier facteur du déclin d'un empire est toujours interne. Ensuite, de nouvelles puissances émergent dans la région. L'empire Songhai, à l'est, commence à empiéter sur les territoires maliens. En 468, le roi Songhai, Suni Ali, prend Tombouctou. En 1591, des forces marocaines envahissent et défont l'empire Songhai lors de la bataille de Tondibi. Tombouctou est pillé. Ses érudits sont déportés au Maroc. Ses bibliothèques sont dispersées. Le déclin de Tombouctou comme centre intellectuel commence à ce moment précis, pas parce que les habitants africains avaient perdu leur capacité à produire de la connaissance, mais parce qu'une force extérieure avait violemment interrompu une tradition intellectuelle florissante. Deuxièmement, les routes commerciales changent. Avec les grandes explorations européennes du 15e et 16e siècle, les voies maritimes commencent à supplanter les routes terrestres. Le commerce transsaharien, qui était le nerf de la puissance malienne, perd progressivement son importance relative. Les Portugais, puis les Espagnols, puis les Hollandais et les Anglais contournent l'Afrique par la mer pour atteindre l'Asie. Et en contournant l'Afrique, ils court-circuitent les réseaux commerciaux qui avaient eux fait la richesse de l'Empire du Mali. Et puis, il y a la traite négrière atlantique, qui n'est pas marginale dans cette histoire, qui est en fait centrale, parce que la traite négrière atlantique, en déportant des millions d'Africains, en détruisant des sociétés, en alimentant des guerres intertribales pour capturer des esclaves à vendre aux Européens, a déstabilisé des régions entières d'Afrique subsaharienne pendant des siècles. Elle a interrompu des dynamiques de développement. Elle a démantelé des structures sociales. Elle a saigné des populations. Et c'est dans ce contexte de déclin et de destruction que l'histoire a été réécrite, parce que ceux qui ont dominé le monde au 18e et 19e siècle avaient intérêt à présenter l'Afrique comme un continent sans histoire, sans civilisation, sans capacité à se gouverner, parce que c'était la justification idéologique de la colonisation, et parce que cette justification exigeait d'effacer la mémoire de ce qui avait existé avant. Effacer Mansa Moussa, effacer Tombouctou, effacer les manuscrits, effacer les pyramides de l'empire de Méroé, au Soudan, effacer Great Zimbabwe, effacer le royaume du Bénin et ses bronzes extraordinaires, effacer tout ce qui contredisait la narrative d'un continent vierge de civilisation. C'était le plus grand crime intellectuel de l'histoire moderne. Et nous en payons encore les conséquences dans la façon dont nous racontons le monde, dans les lacunes de notre éducation, dans les angles morts de notre connaissance collective. Mais revenons à Mansa Moussa, parce qu'il y a encore des choses importantes à comprendre sur cet homme, sur ce qu'il représente et sur ce que son histoire dit de nous aujourd'hui. Il y a une question que les historiens débattent. Quelle était exactement la richesse de Mansa Moussa? Les estimations modernes varient énormément. Certains économistes et historiens ont tenté de convertir sa fortune en valeur actuelle. Les chiffres les plus souvent cités tournent autour de 400 milliards de dollars. D'autres avancent des estimations bien plus élevées, jusqu'à 5 000 milliards selon certaines méthodologies. Ces chiffres sont impossibles à vérifier et peut-être impossibles à calculer de façon précise. Mais ils sont instructifs pour une raison différente. Ils montrent que même les économistes et les historiens les plus sérieux, en appliquant des méthodes rigoureuses, arrivent à des chiffres qui dépassent la fortune de n'importe quel individu vivant aujourd'hui. Ce n'est pas une question de vanité historique africaine. Ce n'est pas une tentative de réviser l'histoire pour des raisons idéologiques. C'est simplement la réalité documentée. Mansa Moussa était extraordinairement, incompréhensiblement riche. Riche comme aucun être humain vivant aujourd'hui ne l'est. Riche d'une façon qui n'a peut-être jamais été reproduite depuis. Et cette richesse venait d'un continent qu'on vous a dit être le berceau de la misère et du sous-développement. Il y a un moment particulier dans l'histoire du Hajj de Mansa Moussa qui mérite d'être mentionné spécifiquement, parce qu'il illustre parfaitement le caractère extraordinaire du personnage.
En traversant le territoire qui est aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Libye, la caravane de Mansa Moussa passe par des villes et des villages, et à chaque arrêt, Mansa Moussa fait quelque chose. Il fait construire une mosquée. En une seule journée, chaque vendredi, là où la caravane s'arrête, une équipe d'architectes et de maçons qui font partie de la caravane érige une nouvelle mosquée. Vendredi après vendredi, mosquée après mosquée, jalonnant la route vers la Mecque, de nouveaux lieux de prière. C'est une déclaration de foi. C'est aussi une déclaration de présence. Et c'est, pour les historiens, un marqueur précieux. On peut tracer le chemin de Mansa Moussa en suivant les mosquées construites en une seule journée chaque vendredi de son voyage. La Djingareyber, la grande mosquée de Tombouctou, dans sa forme originale, date de son retour de la Mecque. Al-Sahili la conçoit et la fait construire. Elle existe encore aujourd'hui. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et quand vous regardez ces murs de terre brune, ces tours carrées caractéristiques de l'architecture soudano-sahélienne, vous regardez quelque chose que Mansa Moussa a commandé en 1325, après son retour de la Mecque, avec l'or qu'il avait rappelé de ses mines pour remplacer ce qu'il avait distribué. Il a rapporté aussi quelque chose d'intellectuel de son pèlerinage. En traversant le monde islamique, en rencontrant des érudits, des théologiens, des juristes, des scientifiques, il a compris encore plus profondément la valeur de la connaissance institutionnalisée. Il revient à Tombouctou, avec une vision encore plus claire de ce qu'il veut faire, transformer son empire en un phare d'éducation et de savoir. C'est pour cette raison qu'après son retour, l'investissement dans les institutions intellectuelles de Tombouctou s'accélère. Il fait venir encore plus d'érudits, il finance encore plus de bibliothèques. Il crée les conditions pour que l'université Sankore devienne ce qu'elle deviendra dans les décennies suivantes, une des institutions académiques les plus importantes du monde médiéval. Pour vous donner un point de comparaison concret, en 1324, quand Mansa Moussa commence son pèlerinage, l'université d'Oxford, fondée en 1096, existe depuis 228 ans. L'université de Paris, fondée vers 1150, existe depuis 174 ans. Ces deux institutions sont vénérables, respectées, importantes, mais au XIVe siècle, elles ont chacune quelques centaines à quelques milliers d'étudiants. L'université Sankore a son apogée au XVe siècle, 25 000 étudiants. 25 000. Pour une seule ville. À une époque où la plupart des capitales européennes avaient une population totale inférieure à 100 000 personnes. Voilà ce qu'était l'empire que Mansa Moussa avait bâti. Et pourtant, ce nom ne figure dans aucun des 10 écoles primaires ou secondaires que j'imagine vous avoir fréquentées. Il ne figure sur aucun billet de banque d'aucun pays européen ou américain. Il n'a donné son nom à aucun aéroport international, à aucune grande avenue, à aucun monument dans les capitales occidentales où on célèbre les bâtisseurs de civilisation. Cherchez pourquoi? Vraiment, cherchez. Il y a encore un aspect de l'histoire de Mansa Moussa que nous n'avons pas exploré, la dimension militaire. Parce qu'on pourrait croire que cet homme, avec sa richesse, avec sa générosité, avec ses mosquées et ses bibliothèques, était un roi doux et pacifique qui régnait sur un empire de paix. Ce serait une erreur. Mansa Moussa était aussi un conquérant. Sous son règne, l'empire du Mali atteint ses plus grandes extensions territoriales. Il absorbe les villes marchandes de Gao et de Tombouctou qui n'étaient pas encore intégrées. Il repousse les menaces aux frontières de l'empire. Il maintient la paix intérieure avec une armée permanente et professionnelle dont les estimations parlent de 100 000 hommes, dont 10 000 cavaliers. C'est une armée considérable pour l'époque, suffisante pour dissuader toute agression extérieure et pour réprimer toute rébellion interne. La stabilité relative de l'empire du Mali, sous Mansa Moussa, dont Ibn Battuta fait l'éloge 20 ans après sa mort, n'est pas un miracle. C'est le résultat d'une politique cohérente de force et de paix. La force pour ceux qui résistent, la paix pour ceux qui coopèrent. Ce modèle, manger ou être mangé dans les rapports entre États, n'était pas différent de celui que pratiquaient les rois d'Europe,
les empereurs de Chine ou les sultans d'Anatolie. Mais chez Mansa Moussa, la dimension économique était tellement dominante qu'elle éclipsait souvent la dimension militaire. Pourquoi aller à la guerre pour prendre quelque chose quand vous pouvez l'acheter? Pourquoi dépenser des vies de soldats quand vous pouvez dépenser de l'or? C'est une autre forme d'intelligence stratégique. La diplomatie de l'or. Avant d'être un concept moderne, c'était la pratique quotidienne de Mansa Moussa. Il maintient des relations diplomatiques actives avec le Maroc, avec l'Égypte, avec les sultanats du Sahel. Il envoie des ambassadeurs. Il reçoit des ambassadeurs. Il échange des cadeaux. Il conclut des traités commerciaux. Il est connecté au réseau diplomatique du monde islamique médiéval avec une sophistication que les souverains européens de son époque n'atteignent pas. En 1324, pendant son pèlerinage, il rencontre le sultan du Maroc. Des chroniques rapportent qu'il rencontre également des représentants d'autres puissances. Il n'est pas seulement un roi qui voyage. Il fait de la diplomatie en mouvement. Il consolide des alliances. Il ouvre des routes. Il sécurise des marchés. Chaque dinar distribué dans les bazars du Caire est aussi un investissement diplomatique. Chaque mosquée construite sur la route du pèlerinage est aussi un signal envoyé aux populations locales et à leurs dirigeants. Chaque érudit, ramené à Tombouctou, est aussi un vecteur de soft power, pour utiliser un terme contemporain qui propage l'image d'un empire cultivé, prospère et généreux. Mansa Moussa comprenait le pouvoir des symboles. Il comprenait que la richesse, pour être efficace politiquement, doit être visible, que la générosité, pour être un outil de pouvoir, doit être ostentatoire, que la culture, pour être un instrument d'influence, doit être institutionnalisée. Il était, si vous voulez, un maître du soft power médiéval, avant que le concept existe. Parlons des chiffres. Vraiment. Parce que les chiffres sont vertigineux et il faut les ancrer dans quelque chose de concret pour qu'ils aient un sens. Selon l'Institut de la prospérité mondiale et diverses études historiques économiques, la production d'or mondiale au 14e siècle était d'environ 500 à 1000 tonnes par an. L'Empire du Mali produisait, selon les estimations basées sur les sources arabes et les données archéologiques, entre 200 et 500 tonnes par an, ce qui représente entre 40 et 100% de la production mondiale selon les années et les sources. Ces chiffres ne peuvent pas être vérifiés avec la précision d'un bilan comptable moderne, mais ils indiquent une magnitude. Et la magnitude, c'est ça. Environ la moitié de l'or du monde provenait de l'empire que Mansa Moussa contrôlait. Maintenant, imaginez que vous contrôliez la moitié des ressources les plus précieuses du monde à une époque où ces ressources sont littéralement la monnaie. Pas une monnaie parmi d'autres. La monnaie, la seule vraie monnaie internationale. C'est une puissance qui dépasse celle de presque n'importe quel État moderne. Parce qu'aujourd'hui, la monnaie la plus importante n'est pas l'or, mais le dollar américain, et les États-Unis, qui contrôlent l'émission du dollar, détiennent une puissance économique considérable. Mais même les États-Unis ne contrôlent pas 50% de la richesse mondiale. Mansa Moussa, lui, en contrôlait quelque chose qui s'en approchait. C'était une puissance absolue, et il l'exerçait avec une sophistication remarquable. Permettez-moi de vous parler d'une chose qui n'est presque jamais mentionnée dans les récits standards de l'histoire de Mansa Moussa, son rapport à la femme et à la famille. Les sources arabes mentionnent que Mansa Moussa voyageait pour son Hajj avec une épouse principale, Inari Kounate, et avec plusieurs centaines de femmes de sa cour. La présence de sa cour féminine lors du pèlerinage était elle-même une démonstration de statut. Seul un homme d'une richesse et d'une puissance extraordinaire pouvait se permettre d'amener une telle suite. Mais au-delà de l'anecdote, le rapport de Mansa Moussa à la famille et à la succession révèle quelque chose d'important sur la nature de son empire. Les empires africains de cette époque, comme la plupart des empires ailleurs, fonctionnaient selon des systèmes de succession qui n'étaient pas toujours linéaires. La succession de père en fils n'était pas la règle universelle. Les jeux politiques autour de la succession pouvaient être complexes,
impliquant des conseils de notables, des clans royaux, des prétendants multiples, Mansa Musa régnait sur tout ça. Et après sa mort, vers 1337, ses successeurs n'ont pas réussi à maintenir la cohésion de l'Empire avec la même efficacité. Ce n'est pas une coïncidence. Les grands empires, dans l'histoire, dépendent souvent de la personnalité de leur fondateur ou de leur consolidateur principal. Quand cette personnalité disparaît, les tensions centrifuges reprennent leur force. C'est vrai pour l'empire d'Alexandre le Grand, mort à 32 ans et dont l'empire se fractura immédiatement après sa mort. C'est vrai pour l'empire de Charlemagne, divisé entre ses petits-fils par le traité de Verdun en 843. Et c'est vrai pour l'empire du Mali après Mansa Musa. Les grands empires sont souvent des constructions personnelles, et les constructions personnelles ne survivent pas toujours à leurs bâtisseurs. Mais voici ce qui est extraordinaire avec Mansa Musa. Même après sa mort, même après le déclin de son empire, même après le pillage de Tombouctou par les forces marocaines en 1591, les manuscrits ont survécu. Pas tous, pas même la majorité peut-être, mais des centaines de milliers de pages de savoir, cachées, transportées, copiées, protégées par des familles qui comprenaient leur valeur. Ces manuscrits existent encore aujourd'hui. À Tombouctou, à Djenné, dans des bibliothèques privées et des institutions publiques au Mali et dans d'autres pays. Des millions de pages, selon certaines estimations. Des textes sur la médecine qui décrivent des traitements que les médecins européens de l'époque ne connaissaient pas encore. Des textes sur les mathématiques qui contiennent des raisonnements que les mathématiciens européens attribueront à des penseurs nés des siècles plus tard. Des textes sur l'astronomie, sur la philosophie, sur le droit, sur la littérature. Le projet de numérisation des manuscrits de Tombouctou, mené en partie avec le soutien de l'UNESCO et de plusieurs gouvernements et institutions universitaires, a permis de numériser plusieurs dizaines de milliers de ces textes. C'est un travail immense qui prendra encore des décennies et qui révèle progressivement l'ampleur de ce que l'Empire du Mali, sous Mansa Musa et après, avait produit intellectuellement. Nous n'avons pas encore fini de découvrir ce que Mansa Musa a laissé. Et maintenant, en 2024, qu'est-ce que l'histoire de Mansa Musa nous dit? À quoi ça sert de connaître cet homme? Pourquoi est-ce que ça compte? Ça compte pour plusieurs raisons. La première raison est intellectuelle. La connaissance de l'histoire réelle, complète, non expurgée, est une fin en soi. Vous méritez de connaître la vérité sur le passé humain, pas une version sélective qui exclut systématiquement certaines civilisations, certains peuples, certains continents. La vérité entière, avec ses nuances, ses complexités, ses grandeurs et ses horreurs. L'histoire de Mansa Musa fait partie de la vérité entière de l'histoire humaine, comme l'histoire de Charlemagne, comme l'histoire d'Auguste, comme l'histoire de Gengis Khan, comme l'histoire de la reine Nzinga d'Angola, comme l'histoire de Shaka Zulu, comme l'histoire de Sundiata Keita, le fondateur de l'Empire du Mali, dont Mansa Musa était l'héritier. Ces histoires ne sont pas des histoires africaines ou des histoires asiatiques ou des histoires européennes. Ce sont des histoires humaines. Et vous avez le droit de les connaître toutes. La deuxième raison est économique. L'histoire de Mansa Musa et de l'impact de son pèlerinage sur les marchés de l'or est l'un des cas les mieux documentés d'un choc monétaire externe dans l'histoire médiévale. En étudiant cet épisode, les économistes peuvent comprendre des mécanismes qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui. Comment une injection massive de liquidités dans un marché peut provoquer de l'inflation? Comment les économies interconnectées transmettent les chocs? Comment les systèmes de prix s'ajustent, lentement et douloureusement, après une perturbation majeure? Il n'y a rien d'anecdotique là-dedans. Ce sont des leçons d'économie appliquées que la crise financière de 2008, la crise du COVID et les politiques d'assouplissement quantitatif des banques centrales modernes rendent encore plus pertinentes. La Fed américaine qui imprime des trillions de dollars pendant la pandémie et provoque de l'inflation.
Ce n'est pas si différent de Mansa Musa qui distribue des tonnes d'or au Caire et provoque de l'inflation. L'échelle est différente. Les mécanismes sont les mêmes. La troisième raison est géopolitique. L'histoire de l'Afrique subsaharienne médiévale, et particulièrement de l'Empire du Mali, est une démonstration que la puissance géopolitique n'est pas déterminée par la géographie ou par l'ethnicité ou par la religion. Elle est déterminée par l'accès aux ressources, par la sophistication de l'organisation politique, par la capacité à développer des institutions durables, par l'intelligence stratégique des dirigeants. L'Afrique de l'Ouest, au XIVe siècle, avait ses ressources, cette organisation, ses institutions et ses dirigeants. Le fait qu'elle ait ensuite connu le déclin, la colonisation et les séquelles que nous observons encore aujourd'hui ne résultent pas d'une insuffisance intrinsèque. Il résulte d'une combinaison de facteurs historiques, dont la traite négrière, la colonisation et l'exploitation des ressources naturelles par des puissances extérieures, qui ont interrompu violemment une dynamique de développement. Comprendre ça ne change pas le présent, mais ça change la façon dont on peut envisager l'avenir. Et enfin, la quatrième raison est philosophique. L'histoire de Mansa Musa est l'histoire d'un homme qui avait tout et qui a choisi d'utiliser ce tout pour quelque chose qui le dépassait. Il aurait pu thésauriser. Il aurait pu simplement accumuler, entasser, garder. Beaucoup de gens riches le font. C'est la tentation naturelle de la richesse, la préserver, la faire fructifier, l'accroître. Mansa Musa a choisi différemment. Il a investi dans la connaissance. Il a investi dans la foi. Il a investi dans la culture. Il a distribué, construit, attiré. Et en faisant ça, il a créé quelque chose qui a duré bien au-delà de sa vie. Les manuscrits de Tombouctou sont encore là. La grande mosquée de Djenné est encore là. La mémoire de son empire est encore là. Un homme peut accumuler des richesses qui disparaîtront avec lui ou peu après. Un homme peut aussi utiliser ses richesses pour créer quelque chose d'immortel. Mansa Musa a choisi la deuxième option. Et quelque part, dans la façon dont les marchés d'or du Caire ont tremblé pendant 12 ans à son passage, dans la façon dont l'Atlas catalan le représente trônant au centre de l'Afrique avec sa pépite d'or, dans la façon dont les manuscrits de Tombouctou survivent aux siècles et aux catastrophes, quelque chose de lui persiste. Non pas comme une idole, non pas comme un symbole figé et sans nuance, mais comme une démonstration de ce que la grandeur humaine peut être quand elle s'appuie sur des ressources réelles, une vision stratégique claire et une compréhension profonde de ce qui dure. Les empires passent, la connaissance demeure, les trônes s'effondrent, les bibliothèques résistent. Mais avant de conclure, il faut parler d'une chose que la plupart des récits sur Mansa Musa escamotent entièrement. Une chose inconfortable, une contradiction au cœur de sa grandeur. Mansa Musa était un homme d'une foi sincère et profonde. Il pratiquait l'islam avec une dévotion authentique. Il construisait des mosquées, il finançait des érudits. Il faisait le Hajj avec toute la rigueur que sa religion exigeait. Et pourtant, son empire fonctionnait en partie grâce à la servitude. Les 12 000 esclaves habillés de soie qui marchaient dans sa caravane n'étaient pas des métaphores. C'étaient des êtres humains, privés de liberté, dont la valeur était mesurée en livres d'or qu'ils portaient sur leurs épaules. La traite esclavagiste transsaharienne, qui précédait de plusieurs siècles la traite atlantique, était une réalité de l'économie médiévale africaine et arabe. Des captifs de guerre, des populations vaincues, des individus achetés et vendus sur les marchés de Tombouctou, de Gao, du Caire. Des êtres humains traités comme des marchandises. Dans un empire dont le souverain finançait par ailleurs des universités et des bibliothèques. Cette contradiction n'invalide pas la grandeur de Mansa Musa. Elle la complique, et la compliquer, c'est la respecter, parce que l'histoire réelle, l'histoire non expurgée, n'est jamais simple. Les grandes civilisations, sans exception, contiennent des horreurs. L'Empire romain, avec son droit, son architecture et sa philosophie, fonctionnait grâce aux esclaves. La Grèce classique,
avec sa démocratie et sa philosophie, fonctionnait grâce aux esclaves. L'Empire du Mali, avec ses universités et ses bibliothèques, fonctionnait en partie grâce aux esclaves. Le reconnaître ne détruit pas la grandeur. Ça la rend humaine. Et les choses humaines sont toujours plus intéressantes que les mythes. Mansa Musa n'était pas un saint. Il était un roi extraordinairement puissant, extraordinairement riche, extraordinairement intelligent, qui a fait des choses extraordinaires, mais qui gouvernait dans le cadre des réalités économiques, politiques et morales de son époque, exactement comme tous les grands dirigeants de l'histoire. Ce qu'on lui demande, ce qu'on peut raisonnablement lui demander, c'est d'être jugé dans son contexte, pas avec les lunettes du 21e siècle, pas avec les standards moraux d'une époque qui n'existait pas encore, mais avec la lucidité de comprendre qui il était, dans son temps, dans son monde, avec ses possibilités et ses limites. Et dans son temps, dans son monde, il a fait quelque chose de remarquable. Il a pris une immense richesse et il en a fait une civilisation. Il y a une dernière question à aborder, celle du legs. Qu'est-ce que Mansa Musa a laissé derrière lui, concrètement, tangiblement, au-delà des légendes et des estimations économiques? Il a laissé des bâtiments. La Djinga Reiber de Tombouctou, la mosquée de Sankore, des édifices qui ont survécu 7 siècles, qui ont été classés patrimoine mondial de l'UNESCO, qui accueillent encore aujourd'hui des fidèles et des visiteurs. Des murs de terre qui ont résisté aux invasions, aux sécheresses, aux guerres civiles, aux coups d'État, à tout ce que l'histoire a infligé au Mali dans les siècles depuis sa mort. Il a laissé des textes. Ces centaines de milliers de manuscrits dont nous parlions, des textes qui étaient en train d'être numérisés et catalogués avant que la crise sécuritaire au nord du Mali, l'occupation de Tombouctou par des groupes djihadistes en 2012, ne viennent menacer leur survie, mais qui ont été en grande partie sauvés grâce à une opération remarquable menée par des Maliens qui ont transporté clandestinement des milliers de manuscrits à Bamako pendant l'occupation, les cachant dans des sacs, dans des coffres, sous des sièges de voitures pour les mettre à l'abri. Mansa Musa avait construit des bibliothèques. 7 siècles plus tard, des gens risquaient leur vie pour sauver les livres que ces bibliothèques avaient engendrés. Si ça ne dit pas quelque chose sur la durabilité de ce qu'il avait créé, rien ne le dira. Il a laissé une idée, l'idée qu'un empire africain pouvait être au centre du monde, qu'une ville africaine pouvait être le carrefour de la connaissance mondiale, qu'un roi africain pouvait être l'homme le plus riche, le plus puissant, le plus influent de son temps. Cette idée a été supprimée pendant des siècles, effacée des manuels, ignorée dans les curricula, oubliée dans les grandes fresques de l'histoire universelle qu'on enseigne en Occident. Mais elle n'est pas morte, elle était dormante, et aujourd'hui elle se réveille. Dans les universités africaines, où des historiens retracent méticuleusement l'histoire précoloniale du continent, dans les musées qui organisent des expositions sur les empires médiévaux africains, dans les documentaires, les livres, les podcasts qui touchent des millions de personnes à travers le monde, dans les conversations, comme celle-ci, qui permettent à des gens qui n'ont jamais mis les pieds au Mali de comprendre ce que Tombouctou était, ce que Mansa Musa représentait, ce que l'Afrique subsaharienne médiévale avait accompli. L'idée survit, et elle se répand. Et c'est peut-être là le legs le plus important de Mansa Musa. Pas l'or, pas les mosquées, pas même les manuscrits, mais l'idée vivante que la grandeur humaine n'a pas de géographie, qu'elle peut surgir n'importe où, qu'elle a surgi là, dans les plaines du Mali, au bord du Niger, au carrefour des routes caravanières, dans un empire que la plupart d'entre vous ne connaissaient pas ce matin. Vous le connaissez maintenant. Mansa Musa l'avait compris. C'est pour ça que son nom résonne encore aujourd'hui, 7 siècles après sa mort. Pas parce qu'il avait de l'or, parce qu'il savait quoi en faire. Et vous, maintenant que vous savez qui il était, maintenant que vous avez entendu son histoire dans toute sa complexité, maintenant que vous avez compris ce que son existence révèle sur la façon dont on raconte l'histoire du monde,
Qu'allez-vous faire de cette connaissance? Elle vous appartient maintenant. Utilisez-la bien, parce que Tombouctou n'est pas au bout du monde. Elle a été au centre du monde. Et peut-être qu'un jour, grâce à des gens qui refusent de l'oublier, elle le redeviendra.